Bonsoir, bienvenue sur la voie de Morgane. Je suis bête avec ça, pardon. J'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle lecture de Frankenstein de Mary Shelley. Et voilà tout. J'attaque le chapitre 12, nous attaquons le chapitre 12. Et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Voilà. Un petit peu trop de lumière. Je ne suis pas à la bonne page. J'arrive maintenant à la partie la plus intéressante de mon histoire. Je rapporterai les événements qui ont bouleversé tous mes sentiments et m'ont fait tel que je suis aujourd'hui. Le printemps s'avançait rapidement, le temps devint beau et le ciel sans nuages. J'étais surpris que la terre, auparavant déserte et triste, fût alors brillante de verdure et des fleurs les plus belles. Mes sens étaient charmés et rafraîchis par une infinité d'odeurs délicieuses et de vues magnifiques. Un jour, c'était celui consacré périodiquement au repos par mes voisins, le vieillard jouait de la guitare et ses enfants l'écoutaient. Je remarquai sur la figure de Félix une expression de mélancolie inconcevable. Il soupirait fréquemment. Le père suspendit sa musique et, à son air, je jugeai qu'il demandait à son fils la cause de son chagrin. Félix répondit gaiement au vieillard, qui allait reprendre son instrument lorsqu'on entendit frapper à la porte. C'était une dame à cheval, suivie d'un paysan pour guide. Elle était vêtue de noir et couverte d'un voile épais de la même couleur. Agathe fit une question à laquelle l'étrangère ne répondit qu'en prononçant d'une voix douce le nom de Félix. Sa voix était harmonieuse, mais différente de celle de mes amis. À son nom, Félix accourut promptement vers la dame, qui, en le voyant, releva son voile et me laissa voir une figure d'une beauté et d'une expression angélique. Ses cheveux étaient d'un noir brillant et tressés avec soin, ses yeux également noirs mais pleins de douceur et de feu, ses traits d'une proportion régulière, son teint admirable et ses joues embellies par les grâces. Félix parut transporté de plaisir en la voyant. Son visage, tout le chagrin fut banni, exprima sur-le-champ une joie vive et dont je l'aurais à peine cru capable. Ses yeux étincelaient, ses joues étaient animées par le plaisir, et dans ce moment, il me parut aussi beau que l'étrangère. Elle semblait livrée à divers sentiments. Elle versait des larmes et en même temps elle tendait la main à Félix, qui la baisait avec ravissement et l'appelait autant que je pus le distinguer sa chère arabe. Elle ne paraissait pas le comprendre, mais elle souriait. Il l'aida à descendre de cheval, renvoya son guide et la conduisit dans la chaumière. Une conversation eut lieu entre lui et son père. La jeune étrangère se jeta aux pieds du vieillard et voulut baiser sa main, mais il la releva et l'embrassa avec affection. Je vis bientôt que l'étrangère prononçait des sons articulés et faisait usage d'un langage particulier, mais qu'elle n'était pas plus comprise par les habitants de la chaumière qu'elle ne les comprenait elle-même. Il faisait beaucoup de signes que je ne savais interpréter, mais je m'aperçus que sa présence répandait la gaieté dans la chaumière et dissipait leur chagrin comme le soleil dissipe le brouillard du matin. Félix, surtout, paraissait heureux et accueillait son arabe avec le sourire du bonheur. Agathe, la sensible Agathe, baisait les mains de l'aimable étrangère, lui montrait son frère et semblait lui expliquer, par des signes, qu'il avait été triste jusqu'au moment de son arrivée.
Quelques heures se passèrent ainsi à des démonstrations de joie dont je ne comprenais pas la cause. Je ne tardais pas à voir, au retour fréquent d'un son que l'étrangère répétait après eux, qu'elles cherchaient à apprendre leur langue, et je pensais aussitôt à profiter des mêmes instructions pour le même but. L'étrangère apprit dans la première leçon à peu près 20 mots dont je connaissais déjà la plupart. Mais je retins les autres. À la nuit, Agathe et l'arabe se retirèrent de bonne heure. En se séparant de l'étrangère, Félix lui baisa la main et lui dit « Bonsoir, chère Safi ». Il resta beaucoup plus longtemps que de coutume à s'entretenir avec son père. Je jugeais que leur aimable hôte, dont le nom était sans cesse prononcé, était le sujet de leur conversation. Je désirais ardemment les comprendre. J'y employais toutes mes facultés, mais je me consumais en vains efforts. Le lendemain matin, Félix alla à son ouvrage. De son côté, Agathe ne négligea aucune de ses occupations ordinaires. Quand elle eut tout terminé, l'arabe s'assit au pied du vieillard, prit sa guitare et joua quelques airs si beaux et si touchants qu'ils m'arrachèrent des larmes de chagrin et de plaisir à la fois. Elle chantait en modulant sa voix en riche cadence et en l'élevant ou l'abaissant tour à tour comme le rossignol des bois. Elle cessa de chanter et présenta la guitare à Agathe, qui la refusa d'abord, mais finit par jouer un air simple en l'accompagnant des accents de sa voix, aussi doux mais moins beaux que les accords admirables de l'étrangère. Le vieillard paraissait ravi et dit quelques mots qu'Agathe tâcha d'expliquer à sa fille et par lesquels il voulait témoigner tout le plaisir qu'il ressentait de sa musique. Les jours se passèrent ensuite aussi tranquillement qu'avant l'arrivée de l'étrangère. Seulement, depuis ce moment, la joie avait remplacé la tristesse sur le visage de mes amis. Sa fille était toujours gaie et heureuse. Elle et moi nous fîmes de rapides progrès dans la connaissance de la langue, de sorte qu'en 2 mois, je commençai à comprendre la plupart des mots prononcés par mes protecteurs. Pendant ce temps, la terre s'était couverte d'herbage, et les collines verdoyantes étaient parsemées de fleurs innombrables, d'une odeur et d'une vue agréables. Les étoiles pâlissaient au milieu des bois devant la clarté de la lune. Le soleil devint plus chaud, les nuits se firent claires et embaumées. Mes sorties nocturnes étaient pour moi délicieuses, mais elles étaient devenues beaucoup plus courtes depuis qu'il n'y avait plus qu'un faible intervalle entre le coucher et le lever du soleil, car je ne sortais jamais pendant le jour dans la crainte d'éprouver le traitement dont j'avais souffert précédemment dans le premier village où j'étais entrée. Mes journées se passaient dans une attention continuelle. Afin de savoir plus promptement parler, je puis aussi dire avec quelque orgueil que mes progrès furent plus rapides que ceux de l'arabe, qui comprenait fort peu et parlait difficilement, tandis que je comprenais et pouvais répéter presque tous les mots que j'entendais. En apprenant à parler, j'appris aussi la science des lettres qu'on enseignait à l'étrangère. C'était pour moi un grand sujet d'étonnement et de plaisir. Le livre dont Félix se servait pour instruire sa fille était Les Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires par Volney. Je n'aurais pas compris le sens de ce livre si Félix, en le lisant, n'eût donné des explications très détaillées. Il avait, disait-il, fait choix de cet ouvrage parce que le style déclamatoire imitait le genre des auteurs orientaux. Avec cet ouvrage, je parvins à connaître un peu l'histoire et à me représenter les différents empires qui existent actuellement dans le monde. J'eus aussi quelque idée des usages, des gouvernements et des religions des différentes nations de la terre. Je connus la paresse des Asiatiques, le génie prodigieux et l'activité d'esprit des Grecs, les guerres et les vertus admirables des anciens Romains, leur décadence,
La chute de ce puissant empire, la chevalerie, la chrétienté et les rois. Je connus la découverte de l'hémisphère américain et je pleurais avec sa fille sur le malheureux sort de ses premiers habitants. Ces récits merveilleux m'inspiraient d'étranges sentiments. Comment l'homme pouvait-il être si puissant, si vertueux, si grand, et en même temps si méchant et si bas? Tantôt il paraissait une véritable émanation du mal, tantôt une conception noble et divine. La grandeur d'âme et la vertu me parurent le plus bel ornement d'un être sensible. La bassesse et la méchanceté, qui étaient le partage de tant de monde, me parurent la plus triste dégradation, une condition plus abjecte que celle de la taupe ou du vermisseau. Je me mis longtemps à concevoir comment un homme pouvait se porter à assassiner son semblable, ou même pourquoi il y avait des lois et des gouvernements, mais en apprenant les détails des vices et des meurtres, je cessais d'être surpris et je reculais de dégoût et d'horreur. Chaque conversation des habitants de la Chaumière me présentait alors de nouveaux prodiges. Les leçons que Félix donnait à l'arabe et auxquelles je prêtais toute mon attention m'expliquèrent l'étrange système de la société humaine. J'entendais parler de la division des propriétés, de richesses immenses et de pauvreté excessive, de rang, de naissance et de noblesse. Les mots donnaient lieu aux réflexions. J'appris que les biens les plus estimés par vos semblables étaient une naissance illustre et pure avec la richesse. Un seul de ces biens suffisait pour qu'un homme fût respecté, mais sans l'un ni l'autre, il était regardé, à un petit nombre d'exceptions, comme un vagabond et un esclave fait pour consumer ses forces au profit de quelques rares élus. Et qu'étais-je, moi? Je ne connaissais nullement mon origine ni mon créateur, mais je savais que je n'avais ni argent, ni amis, ni aucune propriété. J'avais d'ailleurs une figure qu'une difformité hideuse, d'une difformité hideuse et repoussante. Je n'étais même pas de la même nature que l'homme. J'étais plus agile que lui et je pouvais subsister d'une nourriture plus grossière. Je supportais l'excès de la chaleur et du froid sans ressentir aucun mal. J'étais enfin d'une taille beaucoup plus élevée que celle des hommes. En regardant autour de moi, je ne voyais et n'entendais personne qui me ressemblât. En ces moments, je me demandais si j'étais un monstre, une difformité que tout le monde fuyait et désavouait. Je ne saurais décrire la douleur dans laquelle ces réflexions me jetèrent. J'essayais de les éloigner, mais le chagrin s'augmentait sans cesse avec l'instruction. Ah, que n'étais-je toujours resté dans le bois où j'avais pris naissance, sans connaître ni éprouver d'autres sensations que celles de la faim, de la soif et de la chaleur. De quelle étrange nature est l'instruction? Lorsqu'elle lui a été une fois inculquée, elle s'attache à l'esprit comme le lichen au rocher. Je désirais quelquefois bannir toute pensée et tout sentiment, mais j'appris qu'il n'y avait qu'un moyen d'étouffer toute peine, la mort. La mort que je craignais sans pouvoir le comprendre. J'admirais la vertu et les bons sentiments, J'aimais les manières douces et les aimables qualités de mes voisins, mais j'étais privée de communication avec eux, et si ce n'est celle que j'obtenais furtivement, sans être vue ni connue, et qui augmentait le désir que j'avais de compter parmi mes semblables, sans me satisfaire. Les paroles bienveillantes d'Agathe et le sourire animé de la charmante arabe n'étaient pas pour moi. Les douces exhortations du vieillard et la conversation vive du bien-aimé Félix ne s'adressaient pas à moi. Malheureux, malheureux que j'étais. Je reçus de nouvelles et plus profondes leçons. J'entendis parler de la différence des sexes, de la naissance et de la croissance des enfants. Combien le père aimait le sourire de l'enfant au berceau
et les vives saillies d'un fils plus grand. Comment la vie de la mère se passait dans les soins précieux de leur éducation. Comment l'esprit de la jeunesse s'étendait et s'instruisait. Je sus ce qu'était un frère, une sœur, et je connus toutes les différentes parentés qui lient mutuellement un être à un autre. Mais où étaient mes amis et mes parents? Un père n'avait pas eu soin des jours de mon enfance, une mère ne m'avait pas bénie par son doux sourire et ses caresses, ou bien, s'il en avait été ainsi, toute ma vie passée n'était qu'un point, un vide dans lequel je ne distinguais rien. Ma mémoire avait beau remonter dans le passé, il me semblait que j'avais toujours été de la même taille et des mêmes proportions. Je n'avais pas encore vu un être qui me ressemblât, ou qui recherchât quelque commerce avec moi. Qu'étais-je? Cette question revint encore, et je n'y répondis par des gémissements. J'expliquerai bientôt la tendance de ces sentiments. Revenons maintenant aux habitants de la Chaumière, dont l'histoire excitait en moi tour à tour des sentiments d'indignation, de plaisir et d'étonnement, mais qui ne faisaient qu'ajouter à l'amour et au respect que j'avais pour mes protecteurs, car j'aimais à les appeler ainsi par une illusion innocente et presque pénible. Chapitre 13. Excusez-moi, je bois. Pardon, j'aurais dû boire de l'autre côté. Vous avez dû entendre des sons assez affreux. Chapitre 13. J'appris par la suite l'histoire de mes amis. Elle se grava profondément dans mon esprit car elle se composait d'une foule de circonstances fort intéressantes et merveilleuses pour un être aussi inexpérimenté que moi. Le vieillard se nommait Delacet. Il était descendu d'une bonne famille de France où il avait longtemps vécu dans l'abondance, respecté de ses supérieurs et chéri de ses égaux. Son fils avait été au service de son pays et Agathe avait eu rang parmi les dames de la plus grande distinction. Peu de mois avant mon arrivée, ils avaient vécu dans une grande et riche cité dont le nom est Paris, entourés d'amis et jouissant de tous les agréments que procure la vertu, le bon goût ou un esprit cultivé. Le père de sa fille avait été la cause de leur ruine. C'était un marchand turc qui avait habité Paris pendant plusieurs années, mais qui, pour des raisons que je ne pus apprendre, devint suspect au gouvernement. Saisi et jeté en prison le jour même où sa fille arriva de Constantinople pour le rejoindre, il fut jugé et condamné à mort. La justice de cette sentence était criante. Elle indigna tout Paris, dont l'opinion générale fut que la condamnation avait pour motif moins le crime imputé aux Turcs que sa religion et ses richesses. Félix avait assisté au jugement. En entendant la décision de la cour, il ne mit aucune borne à son horreur et à son indignation. Il fit, dès ce moment, le vœu solennel de le sauver, et il chercha alors les moyens de réussir dans cette entreprise. Après beaucoup d'efforts infructueux pour pénétrer dans la prison, il découvrit dans une partie du bâtiment une fenêtre fortement grillée qui n'était pas gardée et éclairait le donjon où l'infortuné mahométan chargé de chaînes attendait dans le désespoir l'exécution de l'affreuse sentence. Félix visita la grille pendant la nuit et fit connaître aux prisonniers les intentions dont il était animé. Le Turc, étonné et ravi, tâcha d'exciter le zèle de son libérateur en lui promettant récompenses et richesses. Félix rejeta ses offres avec mépris. Cependant, en voyant l'aimable sa fille, qui avait la permission de visiter son père et qui, par ses gestes, exprimait sa vive reconnaissance,
Le jeune homme s'avoua que le captif possédait un trésor qui serait le prix le plus beau de ses peines et de ses dangers. Le Turc s'aperçut promptement de l'impression que sa fille avait faite sur le cœur de Félix et tâcha de le mettre encore plus dans ses intérêts en promettant de la lui donner en mariage dès qu'il serait parvenu en lieu de sûreté. Félix était trop délicat pour accepter cette offre. Toutefois, il regarda la chance de cet événement comme l'accomplissement de son bonheur. Les jours suivants, tandis que tout se préparait pour l'évasion du marchand, le zèle de Félix fut excité par plusieurs lettres de l'aimable Safie, qui parvint à exprimer ses idées dans le langage de son amant par le secours d'un vieux domestique de son père qui comprenait le français. Elle le remerciait, dans les termes les plus ardents, des services qu'il voulait rendre à son père, et en même temps, elle déplorait avec douceur son propre sort. J'ai des copies de ces lettres car je sus, pendant ma résidence dans la cabane, me procurer ce qui était nécessaire pour écrire, et je voyais souvent les lettres entre les mains de Félix et d'Agathe. Avant de nous séparer, je veux vous les donner. Elles confirmeront ce que je raconte. Pour le moment, comme le soleil est déjà très bas, je me bornerai à vous en dire la substance. Safie racontait que sa mère était une arabe chrétienne, prise et emmenée en esclavage par les Turcs, qu'elle avait séduit par sa beauté le cœur du marchand et qu'elle en était devenue l'épouse. La jeune fille parlait avec orgueil et enthousiasme de sa mère qui, née libre, méprisait l'esclavage auquel elle avait été réduite. Elle instruisit sa fille dans les principes de sa religion et lui inspira des pensées élevées et une indépendance d'esprit défendue aux femmes de Mahomet. Elle mourut, mais ses leçons se gravèrent en caractère indélébile dans le cœur de sa fille, qui tomba malade en songeant à la nécessité de retourner en Asie, où elle serait renfermée dans un harem et occupée à des amusements puérils peu conformes à la disposition de son âme. Accoutumée à de grandes idées et à une noble émulation pour la vertu, tandis qu'elle était flattée agréablement par la perspective d'épouser un chrétien et de rester dans un pays où les femmes pouvaient prétendre à un rang dans la société. Le jour fut fixé pour l'exécution du Turc, mais pendant la nuit qui devait la précéder, il avait quitté sa prison et, avant que le jour ne parût, il était éloigné de plusieurs lieues de Paris. Félix avait obtenu des passeports en son nom, de même qu'au nom de son père et de sa sœur. Avant de rien entreprendre, il avait communiqué son plan à son père, qui facilita le succès de la ruse en quittant sa maison sous le prétexte d'un voyage et en se cachant avec sa fille dans l'un des quartiers obscurs de Paris. Félix prit la route de Lyon avec les fugitifs et les conduisit par le Mont-Cenis à Livourne, où le marchand se décida à attendre une occasion favorable pour passer en quelque partie de la Turquie. Sa fille résolut de rester avec son père jusqu'au moment de son départ. Le Turc, de son côté, n'attendit pas ce moment pour renouveler la promesse d'unir sa fille à son libérateur. Félix ne les abandonna pas et, en attendant cet événement, il jouissait de la société de l'Arabe qui lui montrait la plus simple et la plus tendre affection. Sa fille lui chantait aussi les airs délicieux de son pays natal et il s'entretenait avec elle à l'aide d'un interprète ou de regards expressifs. Le Turc permettait cette intimité et encourageait les espérances des jeunes amants, tandis que, dans son cœur, il avait formé des plans tout opposés. Il ne pouvait supporter l'idée que sa fille fût unie à un chrétien, mais il craignait le ressentiment de Félix en montrant du refroidissement, et il savait qu'il était encore au pouvoir de son libérateur s'il voulait le livrer au gouvernement italien sur lequel il s'était réfugié. Il conçut 1000 plans pour prolonger la ruse jusqu'à ce qu'elle ne fût plus nécessaire,
et pour emmener secrètement sa fille avec lui. Les nouvelles qui arrivèrent de Paris secondèrent beaucoup ses projets. Le gouvernement de France était fort irrité de l'évasion de sa victime et n'épargna rien pour découvrir et punir celui qui l'avait sauvé. Le complot de Félix fut promptement connu et De Lassay fut jeté en prison avec Agathe. Ces nouvelles parvinrent à Félix et l'arrachèrent à ses douces pensées. Son père, aveugle et âgé, et son excellente sœur gémissaient dans un donjon malsain, tandis que lui jouissait de la liberté et de la société de celle qu'il aimait. Cette idée était un supplice pour lui. Il convint sur-le-champ avec le Turc que, si ce dernier trouvait une occasion favorable de fuir avant le retour du jeune homme en Italie, sa fille serait mise dans un couvent à Livourne. Ce projet arrêté, il quitta l'aimable arabe, partit pour Paris et se livra à la vengeance des lois, dans l'espoir que cette démarche rendrait la liberté à M. de Lassay et à Agathe. Fin espoir. Ses parents et lui gémirent 5 mois durant en prison, dans l'attente d'un jugement qui prononça la confiscation de leurs biens et les condamna à un exil perpétuel. Ils trouvèrent en Allemagne un misérable asile dans la Chaumière où je les découvris. Félix ne tarda pas à connaître la perfidie du Turc, pour qui lui et sa famille souffraient une oppression inouïe. Ce Turc, en apprenant que son libérateur avait perdu toute fortune et tout crédit, était devenu traître à sa conscience et à l'honneur et avait quitté l'Italie avec sa fille en envoyant insolemment à Félix une petite somme d'argent pour qu'il pût, disait-il, se faire un sort. Tels étaient les motifs qui affligeaient le cœur du jeune homme et le rendaient, lorsque je le vis d'abord, le plus à plaindre de la famille. Il aurait pu supporter la pauvreté et s'en glorifier même, puisqu'elle avait été la récompense de sa vertu. Mais l'ingratitude du Turc et la perte de sa bien-aimée, sa fille, étaient des malheurs plus amers et plus irréparables. Cependant, dès que la jeune arabe arriva, il se sentit ranimé par une nouvelle vie. À peine avait-on appris à Livourne que Félix était privé de sa fortune et de son rang, que le marchand ordonna à sa fille de ne plus penser à son amant, mais de se tenir prête à retourner avec lui dans sa patrie. Le cœur généreux de sa fille en fut outragé. Elle voulut faire des remontrances à son père, mais celui-ci la quitta avec colère et en lui réitérant ses ordres tyranniques. Peu de jours après, le Turc entra dans l'appartement de sa fille et lui dit précipitamment qu'il avait des raisons de croire que le secret de sa résidence à Livourne avait été divulgué et qu'il serait bientôt livré au gouvernement français. Pour prévenir ce danger, il avait loué un vaisseau qui devait le transporter à Constantinople et qui, dans quelques heures, serait à la voile. Il avait l'intention de laisser sa fille aux soins d'un serviteur fidèle qui l'emmènerait aussitôt que la plus grande partie de ses biens serait arrivée à Livourne. Seule avec elle-même, sa fille réfléchit à la manière dont elle devait se conduire dans cette circonstance. Elle envisageait avec horreur l'idée de résider en Turquie. Sa religion et ses sentiments l'en éloignaient. Par quelques papiers de son père qui tombèrent entre ses mains, elle apprit l'exil de son amant et le nom du lieu qu'il habitait. Elle hésita quelque temps, mais enfin elle prit une détermination. Prenant avec elle quelques bijoux qui lui appartenaient avec une petite somme d'argent, elle quitta l'Italie et partit pour l'Allemagne, accompagnée d'une domestique qui était de Livourne, mais qui comprenait un peu la langue turque. Elle arriva saine et sauve dans une ville à environ 20 lieues de la chaumière de M. de Lassay, mais elle y fut retenue par sa suivante, qui tomba dangereusement malade. Elle lui prodigua les soins de la plus tendre affection sans pouvoir l'empêcher de succomber. Le hasard voulut que l'Arabe, qui resta seul, sans connaître la langue du pays et les usages du monde, tombât en bonnes mains.
La maîtresse de la maison où elle avait fait séjour avait su par l'italienne le nom de l'endroit vers lequel elle se dirigeait et, après la mort de cette pauvre fille, la dame prit les mesures les plus convenables pour que sa fille arrivât sans danger à la chaumière de son amant. Et c'est la fin du chapitre 13. Pardon, je me suis retournée un peu vite. Alors, qu'est-ce qu'on aime dans ces chapitres? Et ce qu'on aime moins? Ce qu'on aime moins, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de romans classiques et dans d'autres parties du monde aussi, et même ici, je pense. Mais c'est le fait que les femmes soient toujours tributaires du bon vouloir des hommes, ou sous l'autorité d'un homme. C'est terrible. On est bien contente de pouvoir bouger librement et de n'être sous l'autorité de personne, d'être libre dans la mesure de la capacité à être libre. Mais quand même, elle était bizarre cette phrase, hein. Et ce qu'on aime aussi, c'est de voir l'amitié entre femmes et leur solidarité. Contrairement à ce qu'on raconte souvent, il y a toujours beaucoup d'amitié entre les femmes et de solidarité. Pas toujours, mais on en trouve régulièrement. Et c'est appréciable aussi. Je voulais le souligner puisque voilà, c'est important, je pense. Très bien. Et je voulais chanter une chanson. Vous savez que je suis en ce moment sur les Demoiselles de Rochefort. Mais je me demande si... Non, je vais la garder pour une autre lecture, celle-ci. Donc pas de chanson. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis ça ne faisait pas peur. Donc il n'y a pas de raison de chanter. À part le plaisir. Cette conclusion est très très longue. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre tolérance. Et je vous souhaite une belle, une douce nuit. Faites de beaux rêves. Voilà. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup.